Paris, le Forum du Livre et moi-même sommes particulièrement heureux, dirais-je ravis de vous recevoir aujourd'hui pour la présentation de votre, je dirais pas dernier roman, mais de votre ensemble de nouvelles qui s'intitule « La lumière est à moi », qui vient de paraître chez Gallimard. Alors Gilles Paris, je parlais de roman parce que vous avez commencé votre carrière littéraire par votre premier roman, Papa et Maman sont morts en 91, mais ce qui vous a quand même lancé, dirais-je, qui vous a donné rapidement une popularité, c'est l'autobiographie d'une courgette qui a... je crois qu'il est pas loin des 200 000 exemplaires vendus. 350. Qui est plus que 200 000, 350 000 exemplaires vendus et des nombreux prix. Votre dernier en date était Le Vertige des falaises chez Plon, je crois. Voilà, et vous revenez donc avec une série de nouvelles. On va en parler, on va tourner autour, on va se promener parce que ces nouvelles sont des invitations à se promener comme on peut le faire dans un musée quand on est en exposition, quand on se promène dans des paysages sonores, dans des paysages musicaux. Et d'ailleurs, tout de suite, je dirais quelque chose qui m'a frappé, Gilles Paris, c'est que vous n'écrivez pas. Ou plutôt, vous écrivez, mais avant tout, vous composez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un talent descriptif pour poser très rapidement des personnages avec des psychologies, donc on les identifie très rapidement. Ce qui est une force, c'est-à-dire en quelques lignes, vous campez un personnage avec son identité singulière. Donc ça, c'est de l'écriture. Mais tout ce qui... Comment dire, toute l'histoire est fondue dans une sorte de lumière et de couleur et portée par une musique. Et c'est en ce sens-là que je dis, vous êtes autant un compositeur qu'un écrivain. Il y a une dimension sonore et musicale dans votre écriture qui est présente. C'est-à-dire, moi, quand je vous lis, je lis et j'écoute. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Parce que moi, ça m'a sauté aux oreilles. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre ce que j'écris et la musique, puisque déjà j'écris en musique. Tout le temps, je travaille, quand je commence à travailler le texte et la nouvelle, j'ai besoin de silence. Mais pour l'écrire, j'ai besoin de musique et de plus en plus de musique très répétitive. J'ai beaucoup travaillé sur Philippe Glass, par exemple, oui. Parce que c'est un compositeur qui m'intéresse. Il y a une vraie manière de revenir sans cesse sur les refrains, sur la musique qui m'intéresse, parce que je crois que chaque histoire, tout ce qu'on vit est une forme de répétition en soi, et c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup à travers la nouvelle. Et c'est vrai que des nouvelles, j'en écris depuis que j'ai 12 ans, ça m'a toujours passionné, et même entre deux romans, ça m'arrive d'en écrire pas mal. Et pour la petite histoire, le premier éditeur que j'ai rencontré à Paris, c'est Jean-Marc Roberts, qui était un grand éditeur, grand écrivain qui est décédé depuis quelques années. Et quand il a lu mes nouvelles, il était un peu embêté parce qu'il m'a dit voilà, les nouvelles, c'est pas ça, dans l'édition, c'est difficile, mais si tu es capable d'écrire un roman en étirant une de tes nouvelles, ça devrait le faire. Et c'est comme ça que j'ai publié Papa et Maman sont morts, en fait, qui était une nouvelle au départ, qui portait le même nom, et j'en ai fait un roman. En fait, j'en ai fait une très longue nouvelle et un très court roman, mais c'est devenu un roman, en fait, en quelque sorte. Et mon deuxième roman, Autobiographie d'une courgette, qui m'a fait connaître, c'est aussi une nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 14-15 ans à peu près. Et c'est devenu également un roman. C'est un roman qui m'a demandé beaucoup de travail, puisque j'ai travaillé plus d'1 an et demi avec une maison d'accueil pour que toute l'histoire soit plausible. Mais la nouvelle est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, parce qu'on dit d'ailleurs que dans la nouvelle, ce qui est très important, c'est la chute. Mais pas seulement au fond. Parce que c'est vrai qu'on doit poser très vite son histoire, ses personnages, on doit entrer presque d'emblée dans une histoire, et au fond, une nouvelle, pour moi, ça doit être une forme de court roman. C'est-à-dire qu'on doit être emporté par l'histoire, alors que vous lisez un texte qui quelquefois ne dépasse pas un certain nombre de feuillets. Donc, et l'idée de la nouvelle, qu'on puisse la lire et la poser,
est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. De fait, on le ressent fortement. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Salinger. Les nouvelles de Salinger, alors évidemment l'attrape-cœur, mais un ensemble où il y a quand même une parenté aussi dans cette temporalité, dans cette vie tellement particulière qu'est l'adolescent, à travers des sentiments qui vont être donc récurrents, hein, qui travaillent. On a quoi, une vingtaine de nouvelles environ 19. Vous avez 19 nouvelles qui campent l'histoire d'adolescents qui peuvent grandir. Hein, donc d'ailleurs les 2 premières nouvelles, ça s'étire de l'adolescence jusqu'à c'est sur 40 ans pratiquement. Ouais, voilà, sur 40 ans. Mais quand même, d'une manière générale, vous donnez voix, vous faites écho à des adolescents dans un moment très particulier de la transformation et de la fragilité, où on peut connaître des projets ou avortés, ou des pertes, des solutions, des ratages, voire la folie. Il y a quand même toujours quelque chose qui est récurrent chez tous les personnages, c'est l'expérience d'une perte. C'est l'expérience d'une perte et c'est surtout des gens qui vont de l'ombre vers la lumière. C'est très important parce que j'ai toujours des thèmes dans mes romans qui sont des thèmes difficiles, qui ont été dédramatisés par la voix des enfants, mais je suis quand même pour les solutions, je suis pour l'espoir, pour les choses positives, et donc tous mes personnages sont confrontés à des difficultés, à des drames, mais ils s'en sortent. Et c'est ça qui est important. On a choisi avec Colline Foréport, qui est mon éditrice chez Gallimard, on a choisi vraiment d'alterner des nouvelles adultes et enfants. Oui. Et en fait, soit les adultes sont observés par un neveu, une nièce, un fils, une fille, qui donnent une version très différente. Je pense à la nouvelle qui s'appelle Ethan, qui est une nouvelle sur la séduction. Et c'est le neveu qui décrit cet oncle merveilleux, qui n'est pas sans me rappeler Boy de Christine de Rivoire, que j'ai lu adolescent, qui donnait une image comme ça idyllique d'un oncle parfait, qui est beau, qui attire absolument tout le monde, qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais qui fait quand même du mal. Et ça, on le sait quand on lit la nouvelle en tant qu'adulte, mais le neveu qui décrit son oncle, évidemment, a gommé tout ça. Oui, c'est d'ailleurs une des nouvelles les plus longues hein, oui, dans l'ensemble et qui a une forte puissance. Donc en effet, il y a ce terme d'ailleurs pour parler du passage de l'ombre à la lumière. Il y a une expression, un syntagme très court que vous employez d'ailleurs notamment dans la dernière nouvelle, qui est la part vivante. Qu'est-ce que c'est que ce terme de part vivante? Parce qu'on sent que vous cherchez finalement à séparer la part de l'ombre, la part morte de la part vivante. La part vivante, c'est au fond ce on y est confronté parfois, pas toujours, parce qu'on a des vies qui sont organisées, qui sont presque préparées. On fait des rencontres sympathiques, mais de temps en temps, il y a un moment donné dans la vie, on fait une rencontre qui n'était pas prévue et qui est une rencontre qui peut bouleverser l'ordre des choses. Et qui peut réveiller en vous la part vivante. C'est-à-dire vraiment, je ne dis pas qu'on est éteint dans la vie en général, mais il faut quand même, à un moment donné, se rendre compte qu'une rencontre n'est pas forcément la même qu'une autre, et que certaines rencontres peuvent décider de choses très importantes dans la vie. Alors, tous les personnages que vous campez ont en commun on va y revenir, des prénoms un peu recherché. Un peu recherché. Alors je ne sais pas, je vous interroge tout de suite, c'est toujours une double syllabe. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que oui, c'est genre avant, après Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant de prénoms et que ça soit que des doubles syllabes. C'est voulu parce que, en fait, chaque fois que j'écris un roman ou là des nouvelles, je cherche des prénoms, mais pas seulement pour la sonorité. Il faut que les prénoms, comme dans Le Vertige des falaises par exemple, il faut que tous les prénoms s'harmonisent, c'est-à-dire comme une sorte de famille, et que ce soit des prénoms, au fond, qui vont avec les autres. Il doit y avoir une sorte d'harmonie entre ces prénoms. Et il se trouve que je suis tombé, un ami qui m'a fait écouter beaucoup de musique israélienne, et je suis tombé sur des prénoms hébreux qui m'ont fasciné, par la traduction même du prénom. D'ailleurs, Lior, la dernière nouvelle, ce garçon qui s'appelle Lior, en fait, Lior en hébreu signifie, quand vous le traduisez en français, « La lumière est à moi », qui donne le titre au roman.
au recueil de nouvelles. Mais tous les personnages, en effet, ont des prénoms comme Anton, Ethan, Aaron, et en effet sur 2 syllabes parce que ça claque, et ce sont des prénoms tout de suite auxquels on devient familier. Alors donnons-les, hein. Donc il y a Anton, Ethan, Angus, Julian ou Juliane, Aaron, là le grand prêtre Aaron, Lior, Ethel, Anna, Ruth, Ambre et Brune. Et Ambre, par exemple, quand j'ai regardé l'étymologie du prénom, c'est très intéressant parce que ça vous donne des clés. Et je crois que Ambre est le prénom qui a le plus de signification et le plus d'étymologie en fait, qui remonte jusqu'à l'Antiquité. C'est absolument incroyable. Donc, pour la nouvelle qui s'appelle Fermer les yeux, elle est entièrement construite et composée sur l'étymologie du prénom. Oui, Ambre, c'est grec, en effet. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs évolutions. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un côté portraitiste, un côté du paysage, hein, qui est quand même, vous tissez des toiles, vous créez des paysages. Hein. Il y a quand même un élément récurrent dans ces paysages, je dirais, c'est pas la montagne, c'est la mer. Vous parliez tout à l'heure de Philip Glass quand je vous posais la question de la musique. Je pense à Einstein on the Beach, par exemple, pour Philip Glass. Et c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai beaucoup pensé à la mer de Debussy. Et j'ai pensé aussi, alors ça c'est plus crooner, mais une chanson magnifique qui est J'ai entendu la mer de Christophe. Et une chanson extraordinaire sur le ressac de la mer comme ça. Et qui a vraiment fait écho à votre écriture, qui est une écriture avec une sorte de ressac tendu comme ça, qui en même temps qui a beaucoup de douceur et qui en même temps est sur le vif d'une inquiétude permanente. Parce que la mer, c'est à la fois quelque chose d'apaisant. Moi, j'adore écrire au bord de la mer. Plus je peux écrire là-bas et mieux je me sens pour écrire. Mais la mer peut être dangereuse aussi. Et c'est un peu ces 2 points qui m'intéressent. Parce que je trouve que dans la vie, on s'attache aux choses paradoxales au fond finalement. Et je voulais montrer à la fois la qualité de vie, une forme d'insouciance de vivre comme ça parfois dans des îles ou des pays comme l'Italie. C'est vrai que j'ai choisi que mes nouvelles se passent un peu partout. Elles se passent aussi bien en Uruguay, elles se passent aux États-Unis, elles se passent en Italie à plusieurs reprises, dans les îles éoliennes et tout. Mais je voulais montrer l'envers du décor aussi à travers ces paysages idylliques. On a quand même bien présenté déjà votre ouvrage, donc je pense qu'on va essayer de traduire tout ce qui vient d'être dit par une lecture. Je vous invite donc, cher Gilles, à lire le passage que vous avez choisi, qui est Danser dans les rues. Voilà, c'est la chance que j'ai, c'est que je vais pouvoir vous lire la nouvelle en entier, comme ça vous ne serez pas frustrés. Ce ne sera pas un extrait, c'est une des nouvelles les plus courtes du recueil, et que j'aime beaucoup parce qu'elle exprime ce que disait très bien Nicolas, c'est-à-dire elle exprime vraiment cette part vivante qui est en nous. Danser dans les rues. Je m'appelle Aaron. Maman aurait préféré Louis, mais papa a toujours le dernier mot, comme le point sur le i. Depuis qu'ils ont divorcé et que maman a obtenu ma garde, papa me voit 1 semaine sur 2 quand il peut, et cela ne lui suffit pas. Maman lui rappelle les règles comme un prof avec son cancre. Les lois, papa s'en fout. Point final. Alors maman se barricade et appelle encore la police. Papa disparaît comme le lapin dans son chapeau et fait passer maman pour une folle. Ce soir, nous partons à Nice, sans rien dire à maman. J'ai mis le casque, j'écoute So Long de Perry Blake, le chanteur qui fait rire et pleurer papa. Je n'ai pas parlé de ces messages qu'il m'envoie par Instagram, comme toutes les photos où il fait le pitre avec ses yeux ronds et rieurs, ni les vidéos boomerang qui me donnent mal au cœur. Le portable à distance fait tourner la terre autour de lui comme le manège où il ne m'emmène jamais. Maman dit que papa vit dans sa bulle. Moi, je l'adore, mon papounet. Et je me fiche bien de ce qu'en pense maman. Papa est unique. Écouteur aux oreilles, il danse dans les rues. Dévalant les escaliers, s'appuyant aux portes et aux réverbères, tentant d'attraper des passants pour les entraîner derrière ses pas amoureux. Papa a travaillé pour un cirque, il sait aussi marcher sur les mains, ce qu'il a souvent accompli avec maman pour lui faire comprendre que plus rien n'allait entre eux. Je les suivais en silence, papa à l'envers m'envoyant une grimace en roulant des yeux. Je riais et maman se retournait comme piquée par une guêpe, son visage se décomposant, prenant le ciel à témoin qui laissait filer les nuages. Et dès qu'il pleuvait, papa cherchait la mer pas trop loin pour aller nager, sentir les gouttes ruisseler sur son visage comme une eau pétillante. Maman en a eu assez de toute cette vie où elle n'a jamais vu la poésie ni la beauté de toutes ces émotions à fleur de peau, si fragiles comme un fil prêt à se rompre. Je m'appelle Aaron et je suis le fils d'Ethan.
le funambule du temps qui disparaît par magie. J'ai 12 ans et plus de 1000 photos de papa m'habillent tout entier comme une cape d'invisibilité. Je me laisse bercer par ces vidéos boomerang, plusieurs par jour depuis le divorce. La nuit, derrière toutes les lumières électriques et ces boules à facettes qui lui donnent des airs de diable, ce qu'il est parfois, point de suspension. Papa adore la musique, il en a fait son métier. Les boîtes de nuit aux alentours font appel à lui. Ça, c'était avant que le monde entier le réclame, que la règle d'une semaine sur 2 ne veuille plus rien dire. Tous mes copains à l'école me demandent des autographes. Il n'y a que maman qui n'en a jamais voulu. Elle n'aime que la musique classique, et papa dit que ça le rend triste. Moi aussi. Je fais semblant pour faire plaisir à maman, je tape même du pied ce qui l'énerve. Je suis les violons comme s'ils s'échappaient le long des murs, et je fais des bonds quand le piano résonne. Va dans ta chambre, c'est pour notre maman. Il ne faut pas me le répéter 2 fois. J'ouvre mon portable et je découvre une nouvelle vidéo où papa fait oui avec la tête, tandis qu'une brune au grand site s'évertue à dire non. Et un message pour m'annoncer qu'il m'attend à 200 mètres de la maison dans le tournant. Mon sac est prêt. Je descends doucement les escaliers, passe devant le salon où maman écoute Mozart, la tête au plafond, comme si une tache noire s'y répandait. Juste avant de refermer la porte derrière moi, je laisse un mot dans le vide-poche quand maman se réveillera sans moi. Le temps qu'elle découvre que nous sommes à Nice, ce sera trop tard pour appeler la police. Elle n'aura plus qu'à attendre notre retour. Bien sûr, elle va laisser des injures sur le portable de papa, qui les effacera sans les écouter. La nuit est à nous. Adieu Mozart, point final. Je me glisse dans la nuit, sac à dos, point virgule. Papa a éteint les phares, il m'ouvre la porte de son bolide et me regarde comme s'il voulait me manger. Il s'est laissé pousser la barbe depuis qu'il vit seul. Un papa surgit du bois. Il écoute un album de Bob Moses qu'il m'a offert quand on s'est promené la dernière fois, roulé-boulé ensemble dans le parc, tout plein de terre et de poussière en rentrant. Maman a juste haussé les épaules et son cou gracile a disparu. Pas de place pour elle dans cette nouvelle vie. Juste papa et moi, et quelques papillons de toutes les couleurs au-dessus de nos têtes. Papa est déjà en short. L'été comme horizon, au petit matin nous serons à Nice. Mon géant tient le volant d'une main, tandis que l'autre pianote sur son portable. Anna, de London Grammar, apparaît avec sa voix rauque comme un velours sur nos oreilles. Papa m'a appris la musique. Je sais la laisser entrer et me faire battre le cœur. J'ai des frissons qui remontent le long de mon échine et sur mes bras. Je ferme les yeux pour garder tous ces papillons prisonniers en moi. Plus rien d'autre n'existe. Je retiens tout ce qui compte pour papa. Je regarde aussi l'écran où le nom des chanteurs défile en lettres rouges. Je sais qu'il aime toute la musique, ou presque. Tout le reste, pour moi, atteint tout juste la moyenne. Mes notes à l'école, ma relation avec maman. Je n'ai pas de petite amie, juste des copains trop fiers de mon papa qui fait danser le monde entier. J'ai dû m'endormir, Perry Black et sa voix fêlée chantent « If I let you in ». Papa me regarde bienveillant sans rien dire, ses yeux s'agrandissent, ses sourcils s'écartent légèrement, ses yeux roulent dans le parc comme nous, entremêlés, roulés-boulés, pleins de terre et de poussière, enracinés. Sa main tient le volant, l'autre s'est posé sur mon épaule. Les Pet Shop Boys font claquer les enceintes. L'autoroute et ses péages sont avalés comme le sabre d'un joueur que papa a été aussi, autrefois. Faire disparaître tout ce qui l'ennuie. La magie, point sur le i. Papa vient d'augmenter le volume sur un titre de The Magician, I Don't Know What to Do, tout en lettres rouges. Je baisse un peu la vitre et respire l'air de la nuit. Papa dit que je peux dormir, mais je ne veux pas, j'aimerais lui parler et le tenir éveillé, mais je ne sais pas trop quoi dire. Maman l'agace avec ses lois et ses verrous. Et en dehors d'un papa surgi des bois, je n'ai pas une vie passionnante. Je ne danse pas seul dans les rues, mais ça viendra. Il m'arrive parfois de nager sous la pluie dès que je peux à la piscine municipale. Maman n'aime pas trop, elle dit que je vais attraper froid, que c'est encore une idée d'étane et qu'elle n'en peut plus de celui-là. Quant à marcher sur les mains, je m'entraîne avec papa et bientôt je pourrai faire la surprise à maman, elle va adorer. Plus tard, je travaillerai dans un cirque. J'avalerai des sabres, je dresserai des tigres, je monterai à califourchon sur des éléphants. J'en profite pour demander à papa ce morceau de Ten Waltz, Walking with Elephant, avec cette trompette qui imite si bien l'animal. Je serai monsieur loyal, charmeur de serpents, mais jamais un clown. C'est comme la musique classique en pire. Je pleure quand j'en vois un, papa aussi. Ou je serai comme Ethan, un funambule entre jour et nuit, un homme à tout faire qui ne fait rien, un séducteur de brunes à grands cils, un pro de la vidéo boomerang et des grimaces à yeux ronds. Je serai reconnu comme son fils, ce joyeux compagnon qui danse dans les rues et marche sur ses mains. Ou un bandit qui cambriole les banques et le cœur des brunes à grands cils. Ou un pro de l'électronique qui réveille les morts. Ou Aaron, fils d'Alicia, assis bien sage sur le rebord du fauteuil, les mains sur les genoux,
écoutant Mozart, sans voir les violons courir le long des murs, ni entrer les centaines de papillons qui envahiront nos peaux nues et blanchâtres, comme un linceul. Je m'endors. Je sais que papa fait attention à nous, même s'il tient le volant d'une main, même s'il s'absente souvent ces derniers mois, même si je reçois des photos de lui des plus grandes capitales du monde, quand j'aimerais me promener avec lui dans mes rues. La vie est trop courte, dit papa, qui court après le temps passé sans moi. À Aaron, orphelin de père, un week-end par an sans trait d'union. Kungs peut toujours crier « This girl » et me réveiller d'un bond avec les cuivres qui feraient sortir les squelettes de leur tombe. Je ne suis jamais assez rassasié de mon drôle de père. Il grimperait aux arbres, je le suivrais. Il descendrait le long des falaises, je m'accrocherais à ses épaules. Il braquerait une épicerie, je tiendrais son revolver. Oui, je sais, je m'emballe. Mais quel enfant ne rêverait pas d'avoir Peter Pan comme père? Peter Pan dansant dans les rues comme Gene Kelly les jours de pluie où Ethan préfère nager. J'ouvre grand la fenêtre pour avaler un bol d'air, quelques mouches et des papillons jaunes. Papa s'arrête dans une station-service pour boire plusieurs cafés bien noirs. Il secoue ses jambes et ne peut pas s'empêcher de basculer sur les mains, sous les yeux étonnés d'une serveuse qui applaudit. Papa la regarde à l'envers pour commencer, puis se dresse comme un phare qui n'illumine rien. Pas de troisième place dans l'OTT, point final. Le jour pointe au loin, la lumière sur cette station-service vire au vert olive. Les portières claquent, bientôt Nice. Papa vient d'enclencher Disclosure, Defeated No More. Les notes dansent et chantent dans la voiture. Mon pied bat la mesure, mes mains s'entrelacent et se défont. Je serai musicien ou rien. Rien, c'est pas mal après tout. À Rome, fils d'État, entre le bœuf du ciel et le vert olive de la station, dresseur de pompe à essence, buveur de café noir, jouant avec les papillons mauves qui sortent de ma bouche. La mer, enfin, comme un bambou qui s'accroche autour de l'horizon. Papa a baissé sa vitre, écoute un autre titre de Disclosure, Boss, qui défile en lettres rouges et regrette sûrement qu'il ne pleuve pas. Il m'aurait abandonné pour nager sous la pluie, ressentir cette émotion parmi les autres, se sentir plus vivant que vivant, abandonnant tous les autres derrière lui comme il le fait si bien quand il danse dans les rues. Se laisser envahir par ce cœur qui bat trop fort, puis sortir de sa bulle, de sa boîte de nuit trop étroite, et marcher sur les mains pour renverser les rôles. Mais papa n'est pas cet Ethan-là. Sa main vient d'attraper la mienne comme le filet se referme sur un papillon. Ses gros sourcils se rapprochent, ses yeux roulent et me sourient. Le soleil entre dans la voiture. J.J. Johansson chante NDE. Je frappe 2 fois la main gauche sur la boîte à gants, une de la main droite et je recommence comme dans le clip. La promenade des Anglais est encore déserte à cette heure. Ce n'est pas la première fois que je viens à Nice avec papa, ni la dernière fois que maman se fait avoir. Elle a lu mon mot. Elle appelle papa. Papa refuse son appel, point final. Elle atterrit sur la boîte vocale et hurle. Enfin, j'imagine. On se regarde avec papa, on se sourit. On n'écoutera pas le message. Alicia peut toujours appeler la police. Papa et moi marchons lentement sur la promenade des Anglais, loin de l'OTT. 2 blondes nous dépassent. Papa bascule sur une seule main et leur fait signe de l'autre. Elle ne se retourne pas, tant pis pour elle. Tant mieux pour moi. Le téléphone aussi s'en est allé. J'ai la voix d'Anna, London Grammar, dans ma tête, son velours comme une caresse, où se frôlent des centaines de papillons au-dessus de nos têtes. Papa me prend la main, pas besoin d'attendre la nuit pour danser dans les rues. On ira sûrement jusqu'aux courses à Léa, sous le regard des passants comme les figurants d'un film qu'on ne remarque pas. Mon pas s'est amélioré depuis nos dernières danses. Je me fiche bien d'être quelqu'un plus tard. Aaron, fils d'Ethan, qui se laisse emporter par le rythme et cette musique silencieuse. Dans la main de son père, glissant jusqu'à lui, puis s'en éloignant comme le battement d'un cœur qui reprend sa pulsation. Et ces milliers de papillons envahissant Nice, comme si le ciel pouvait afficher autant de couleurs à la fois. Maman hurlant quelque part dans un téléphone, et papa et moi, disparaissant pour de bon, comme le lapin dans son chapeau, emportés par nos émotions. On laisse quelques secondes. Oui. Donc on vient de voir Aaron, mais il y a aussi Rose, qui déteste son prénom. Il y a Brune et Anton qui vont s'aimer, mais alors que Brune aime un autre garçon en même temps. Et Anton aussi d'ailleurs. Et Anton aussi. Il y a Christy qui s'attache d'une manière très curieuse à Julien ou Juliane. Voilà. On a Lucie qui attend désespérément le retour de son père.
On a en fait, et pour finir, Lior qui vit une situation très étrange où sa maman est atteinte d'un mal a priori incurable qui la conduit à être alitée, statufiée sur son lit, et des choses vont intervenir. Et je me souviens quand j'ai écrit cette nouvelle, la dernière, celle qui donne le titre au livre, j'étais en Italie à ce moment-là, j'étais chez eux, et dans leur jardin, que je décris en fait comme étant le jardin de Lior, il y avait un arbre malade. Et tout le tronc de l'arbre s'était recouvert d'une sorte d'écorce et perçait dans l'écorce comme des épines de rose en fait. Et en fait cet arbre malade, personne n'arrivait à savoir ce qu'il avait exactement. Ils avaient fait venir déjà des gens dont c'est le métier et qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cet arbre était malade. Et c'est ce qui m'a donné l'idée en fait de la nouvelle, parce que j'ai fait la comparaison entre l'arbre malade et cette femme malade dans sa chambre, qui au fond a une sorte de maladie, mais aucun médecin n'est capable de dire ce qu'elle a. Alors tous en commun, tous ces nouvelles ont en commun, comme on l'a déjà dit, mais comme on va le redire encore une fois, quelque chose de la perte, de la nostalgie, mais en même temps d'un processus qui conduit des ténèbres à la lumière. Donc il y a quand même quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a toujours une espérance. Toutes les nouvelles se terminent bien d'une certaine manière, mais c'est pas une volonté que ça se termine bien, c'est une logique en fait, parce que je crois que quand on est tous attachés à des histoires, ne serait-ce que les films qu'on choisit de voir par exemple au cinéma, les livres qu'on choisit de lire, les expos qu'on choisit d'aller voir, etc. On est donc attiré par quelque chose d'un artiste qui résonne en nous, parce que si on était totalement indifférent à son art, on n'irait pas voir son expo, on n'irait pas lire ses livres, on n'irait pas voir les films. Et je pense qu'on a tous besoin d'espoir, parce que je me souviens il y a très longtemps d'avoir vu un film américain qui se terminait extrêmement mal, et j'étais resté comme deux ronds de flanc, parce que je ne m'habituais pas à cette idée qu'un film puisse masse se finir, que tous les gentils se faisaient avoir, que les méchants gagnaient à la fin, et ça m'avait totalement perturbé. Mais je crois que l'idée de donner de l'espoir aux gens aujourd'hui est importante, mais je dirais un espoir qui se mérite. Pas un espoir qu'on donne comme ça. Tous les personnages traversent à un moment donné une difficulté, un moment qu'il faut affronter en fait, il ne faut pas le fuir. Il faut l'affronter, et au bout de cet affrontement, en effet, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Vous me permettrez cette question un petit peu analytique, mais entre cette souffrance des adolescents et l'espoir que vous réclamez à juste raison à corps et à cri, qu'est-ce que ça dit de vous, Gilles Paris? Ça dit ce que je pense, c'est-à-dire que je l'ai souvent dit, c'est-à-dire que j'ai traversé des moments difficiles et des épreuves, et j'ai toujours pensé que ce n'était pas les épreuves qui étaient difficiles, c'était ce qu'on en faisait, au fond, finalement. Et même, quelquefois, on arrive à les surmonter, quelquefois, on n'y arrive pas vraiment, on est capable de retomber. C'est pas parce qu'on a affronté quelque chose qu'on devient un dragon non plus, et qu'on est capable de se défendre de tout. On peut être confronté à un certain nombre de difficultés, mais ce qui est important, c'est de toujours faire ce pas en avant, même si on se casse la gueule, on recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je trouve qu'à quasiment à chaque fois dans vos nouvelles, le moment où vous vous tenez, c'est cet interstice de transformation entre ce qui est l'héritage de la douleur, ou la chute, ou la perte, en tout cas ce qui ne va pas, ce qui est de l'ordre du négatif, et la tentative de transformer, de modifier cela. Et en fait, vous êtes dans ce moment de la modification. Vous êtes en fait dans des moments un peu de vécu de conscience, de transformation des vécus de conscience pour amener de la douleur vers autre chose. Parce que je pense qu'il est important dans la vie quotidienne de se remettre en question et de ne pas tout prendre comme quelque chose d'acquis au fond finalement. Et c'est très important régulièrement de se remettre en situation, en question, d'essayer de comprendre ce qu'on vient de faire. On n'est pas toujours dans un état de réflexion, mais quand on l'est, je trouve que ça vaut la peine d'essayer de comprendre l'autre, d'être dans l'empathie en quelque sorte au fond finalement, et de pas avoir d'essayer de ne pas avoir des jugements trop hâtifs sur les gens. C'est ce que font très bien les enfants de 12 ans, de 10 ans. Ils ne jugent pas, ils essayent de comprendre. C'est quelque chose qu'on a oublié, ça. Mais essayer de comprendre l'autre, ça ne veut pas dire lui trouver toutes les excuses non plus. Mais c'est intéressant d'essayer d'entendre l'autre et de le comprendre. C'est très difficile d'être dans la tête de l'autre, c'est impossible même d'ailleurs.
Mais au moins, si on essaye, ça en vaut la peine. Vous parlez des enfants de 12 ans. Précisément, est-ce que vous écrivez pour un certain public? Si je vous pose la question, c'est que je pense que tout ce dont on parle là, qui est très fin, hein, ce dont on parle dans la transformation de soi, votre écriture, elle peut avoir comme public privilégié des adolescents, des gens de 14, 15 ans, mais aussi bien des adultes, etc. Par contre, beaucoup de livres qui vont s'adresser à des adultes ne pourront pas avoir des adolescents. Dans votre cas, le spectre est large parce que notamment, il y a une capacité de faire parler l'adolescence qui est très forte chez vous. En fait, tout ça est très ambigu depuis le départ, parce que j'écrivais... pour moi, j'ai toujours écrit des livres pour adultes. Après, quand on se déplace comme ça, et dans les salons du livre, dans les librairies, dans les écoles, comme je le fais beaucoup tous les ans, je me suis rendu compte à quel point les adolescents et les enfants adoraient mes livres. Ce qui était un peu logique aussi, parce que mes 4 premiers livres ont fait parler des enfants de 9 ans. Et donc, le langage d'un enfant de 9 ans, c'est fluide, c'est facile à lire. J'ai beaucoup d'adolescents qui m'ont fait un des plus beaux cadeaux en me disant qu'ils étaient revenus à la lecture en lisant mes livres parce qu'ils étaient faciles à lire. Voilà. Ils rentraient dedans facilement, ça leur plaisait beaucoup et ils pouvaient les échanger entre copains et tout ça. Et évidemment, Autobiographie d'une courgette a un peu fait voler tout ça en éclats parce que il y a eu ce film de Claude Barras adapté pour les enfants qui s'appelle Ma vie de courgette. Et tout d'un coup, ce livre est presque devenu un livre jeunesse, ce qu'il n'a jamais été. Il était vraiment un livre pour adultes. Il avait été traduit déjà dans une quinzaine de langues, il a été réédité à cause du film, et il est rentré dans des collections jeunesse en Italie, en Allemagne, dans les pays étrangers, alors que ça a toujours été un roman pour adultes, mais que pouvaient lire en effet les adolescents, voire les enfants à partir de 10 ans, si les parents en étaient d'accord. Voilà, je précise. Avant de passer la parole au public qui ne manquera pas de vous poser des questions, je vais lire un petit passage que j'ai fort apprécié. En fait, pour commencer, c'est dès la première page où il y a simplement une petite phrase que j'ai beaucoup appréciée. Je la lis, c'est vraiment sorti hors du contexte comme ça, mais... Donc vous décrivez, l'automne vient de commencer, il fait encore doux, je suis sur la terrasse en peignoir. Donc c'est une femme qui, son époux et ses enfants viennent partir et elle attend son amant. Son amant qui est un de ses amis d'enfance. J'observe au loin les lumières scintiller sur le port et il y a cette phrase très simple mais que je trouve d'une puissance évocatoire incroyable. La mer est noire, griffée d'impressions cuivrées. Ravi. Je lis le passage, un autre petit passage, qui est donc extrait de la dernière nouvelle, encore une fois, qui donne le nom à l'ensemble du recueil des 19 nouvelles, donc La lumière est à moi, qui est la traduction du nom du garçon, donc un nom d'origine hébreu. Je vais jusqu'au rocher, je le contourne, je plonge, l'eau semble plus transparente, comme si je volais au-dessus des grands fonds. De petites bulles remontent à la surface et forment un étrange rideau à une vingtaine de mètres de fond. Des dizaines de poissons frétillent autour de moi et m'accompagnent dans la descente. Je les sens me frôler comme une caresse. J'ai pris un galet noir avec moi et j'écrase des oursins encore accrochés à la roche pour nourrir dans ma main les poissons qui s'en délectent. La chair se dissout avant d'être dévorée. La part vivante n'est plus, tout comme maman. Je n'escalade plus le volcan depuis longtemps. Sa cime m'apparaît aussi inatteignable que la guérison à laquelle je ne crois plus. Ces explosions me déchirent le cœur et les entrailles. Ces gerbes de feu ont la beauté du diable qui nous a tout pris. Je pleure quand je me souviens. Heureusement qu'on a l'espérance. Gilles Paris, merci beaucoup de votre présence. Donc, je recommande chaleureusement la lecture de La lumière est à moi et autres nouvelles, qui est disponible dans votre librairie, le Forum du Livre. Et maintenant, je donne la parole avant d'inviter Gilles à signer les ouvrages que vous souhaitez. Je donne la parole au public si vous souhaitez poser des questions à notre écrivain. Qui commence ? Il y a quelques mois, justement, vous étiez en voyage, notamment en Italie, Stromboli. Donc, en fait,
la question, j'avais une question à poser, mais la réponse est arrivée à l'instant. Donc, je pensais que c'était ce voyage, là, c'était en vue d'un roman long. C'est ça. C'est le cas? C'est le cas. C'est le cas. C'est un roman sur lequel je travaille depuis 1 an déjà. Je suis allé 3 fois déjà à Stromboli. Et j'en ai pour 2 ans encore, je pense, parce que ce sera vraiment un gros roman dont toute l'action se passe à Stromboli même. Ok. Je suis tombé en vraiment. entendant Stromboli, je pensais que c'était pour et du fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire des nouvelles qui se passent à Stromboli. Il y en a une dans le recueil qui se passe à Lipari, qui n'est pas très loin, qui est une des îles éoliennes aussi. Et il y en a une qui se passe à Panarea aussi, et je les ai toutes écrites à Stromboli, celle-là. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va lire celui-là en attendant. Exactement. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a... finalement, c'est un mode opératoire pour vous de commencer par une nouvelle, en vous disant après, ça tient la route, et donc je peux aller plus loin. Exact, parce qu'en fait, je vais même vous dire quelque chose que je n'ai pas raconté encore, c'est que le roman va se passer dans l'île de Stromboli, dans un hôtel. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de passages dans les hôtels, beaucoup de gens qui viennent, qui s'en vont, qui restent 1 semaine, 15 jours, etc. Donc il y a beaucoup de nationalités aussi qui se croisent forcément dans les hôtels. Et j'ai eu envie de reprendre quasiment tous les personnages de La Lumière est à moi, et qu'on va retrouver 5 à 10 ans après dans cet hôtel, et dont on pourra suivre en fait leur destinée et la suite de leur histoire quelque part. Vous voulez dire qu'ils vont se croiser dans l'hôtel et ils vont être en interaction les uns avec les autres? Exactement. Ah, donc ça va être formidable après avoir lu La Lumière est à moi. Voilà. Alors. Ouais. Très Mais bien. on peut ne pas avoir lu La Lumière est à moi Mais et c'est le vrai découvrir tel un roman. Mais si on a lu La Lumière est à moi, c'est vrai que ça donnera une dimension. Une dimension autre. Voilà, on ne les quitte pas, Ouais. on s'y attache quoi, en fait quelque part. Et il paraît quand ce roman? Je pense 2 ans, si je le termine bien comme il faut. Voilà, et je me suis donné 2 ans. Parce que c'est vrai que c'est un roman choral encore, et donc il y a plusieurs personnages qui racontent l'histoire. Et je pense que 2 ans me paraît raisonnable. Comme vous nous faites l'honneur de nous confier en exclusivité des informations comme Oui. ça, le journaliste en moi frétille de joie. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre de ce futur roman? Alors il s'appellera Le Bal des Cendres. Le bal des cendres. Je crois que je vais finir sur cette belle information. Gilles Paris, le Forum du Livre, et vous remercie beaucoup de votre présence et Merci. félicitations pour votre ouvrage. Merci à vous. Merci. Merci à vous.